Bonjour Caroline. Bonjour Bertrand. Ça fait déjà 5 ans quand même, et vous venez de les fêter d'ailleurs pour Anaxago. Oui, on a fêté ça au mois de juin. On s'est lancé en 2012 à la fin de nos études. Vous vous êtes lancé avec 2 associés. Ouais. Vous aviez rencontré sur les bancs de la fac. Vous aviez, je sais pas, peut-être 17 ou 18 ans quand vous vous êtes rencontrés. Vous avez monté une boîte à 22 ans ensemble. Oui, on s'est lancé jeune à un moment où il y avait peu de risques pour nous et que des possibilités d'upside importantes. Vous avez fait des études, vous, un peu partout, à Londres, en Allemagne également. Eux sont venus vous rechercher d'une certaine façon, quelques années après, en vous disant, voilà, on a eu l'idée, est-ce que tu veux venir avec nous? C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais, Joachim et François ont eu l'idée d'Anaxago et ont décidé de se constituer une équipe. Et ils ont proposé à plusieurs personnes de les suivre et je suis la seule à être restée. Et comme vous trouviez à l'époque qu'ils avaient un vrai feeling d'entrepreneur, un vrai truc, vous êtes dit, bon, moi, c'est avec eux que je dois faire une boîte si je dois la faire, c'est une certaine façon. J'ai vraiment suivi 2 personnes qui avaient l'envie d'entreprendre et qui m'ont fait suffisamment confiance pour les accompagner. L'idée de faire une boîte, ça semblait un peu inscrit dans vos gènes, dans votre atavisme, et ne pas partir seul en fait. Non, je pense que je recommanderais à personne effectivement de partir seul dans une aventure entrepreneuriale, tout simplement parce qu'il y a des hauts et des bas, et que quand il y a des bas, c'est un vrai atout d'avoir 1 ou 2 associés avec qui les partager, parce qu'il y en a toujours un qui va mieux que l'autre. La passion de l'entrepreneuriat, on va dire comme ça vient un peu de la famille, ça vient de votre papa, qui a démarré très tard en fait. Il a changé de vie et vous avez vu ça, et vous avez dit, il a l'air mieux quand il était entrepreneur, c'est ça? Ouais, je suis très inspirée de mes parents, effectivement, de mon père qui a repris ses études à un certain âge, qui s'est vraiment construit à travers cette profession de chef d'entreprise. Ma mère également. Donc chez nous, tout le monde, la valeur travail est quelque chose de très important. Néanmoins, quand à 22 ans, vous leur avez dit, je vais me lancer, ils ont eu une petite période de réticence, oui. Comme tous les parents, même entrepreneurs en fait. C'est ça. Ça a pris un certain temps avant qu'ils soient moins réticents. Sur qui vous avez pu compter à ce moment-là? Parce que quand on a 22 ans et qu'on veut se lancer dans quelque chose qui est fintech, dans un milieu très très masculin, on va en reparler, on est moins pris au sérieux en général, homme ou femme là pour le coup. Complètement. J'ai eu beaucoup de soutien de la part du petit frère et de la petite sœur à qui je pouvais raconter mes soucis. Les amis aussi nous ont énormément soutenus. Est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir le capital confiance nécessaire ou est-ce que finalement vous l'avez construit au fur et à mesure du parcours, celui-là? Je pense que ça se construit au fur et à mesure des victoires remportées et des échecs qui finalement vous tuent pas. Ça construit aussi la confiance. Se planter et survivre, ça aide. La motivation, elle venait aussi du fait d'avoir goûté un peu des grands groupes, de goûter du milieu financier, goûter du machisme ambiant très fort dans ces milieux-là, et de dire je vais faire autre chose parce que je vais pas faire ma vie là-dedans. Je pense que moi, j'ai pas trop souffert du machisme pendant mes études, ni quand j'étais, ni parce que j'ai fait mes études en apprentissage, donc effectivement, je travaillais dans des banques, j'ai fait de l'audit, j'ai travaillé dans le luxe, donc là, un milieu plutôt féminin. C'était plutôt, je pense qu'il y avait nous, on était plutôt dans une phase où il y avait un désamour total de la finance. On a fait nos études dans un métier qui était quand même pas mal hué. C'était pas la bonne période, ouais, c'est sûr. Clairement pas. 2008, c'est dans ce là quoi, à peu près. Exactement. Ouais. Études commencées en 2007. on a eu le nez. Et je pense qu'on a voulu se lancer dans quelque chose qui redonnerait un peu ses lettres de noblesse à notre métier, qui montrerait qu'on est dans quelque chose qui est complètement indissociable de la vie économique et de la croissance d'un pays, mais en lui apportant de la transparence et un peu de réel. Donc il y a une dimension d'ambition éthique un petit peu dans le projet d'Anaxago, clairement. C'est une ambition que vous avez profondément. On a le sentiment que, comme beaucoup de gens de votre génération d'ailleurs, il faut mettre une bonne dose d'éthique dans le boulot, sinon on n'a pas tellement envie d'y aller en fait. Oui, c'est la vidéo sur les millennials de Simon Sinek qui dit qu'on veut avoir un impact. Je pense que c'est effectivement Anaxago défend des valeurs qui nous paraissent évidentes, mais qui se veulent assez fortes de transparence, d'égalité et d'accès à l'économie réelle. Aujourd'hui, Anaxago, c'est 25 personnes, c'est-à-dire que vous êtes une jeune entreprise, une entreprise en pleine croissance. Comment est-ce que vous avez appris à gérer ça? Parce que finalement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont sous vos ordres, entre guillemets, ça ne se dit plus, mais enfin bon, voilà. Vous dirigez des équipes
Comment on apprend à manager les gens finalement? Ah ben, je suis en train. Vous apprenez au fur et à mesure en fait. C'est ça, j'apprends au fur et à mesure. On essaie, on lit beaucoup de choses, on se forme énormément, on fait ses premières erreurs. En fait, je trouve que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se planter. Mais effectivement, c'est passionnant. Ça fait peur au départ de devoir partager un bébé, partager une vision, partager des fonctions. Mais on apprend beaucoup en essayant. En fait, moi, du jour où j'ai compris que le management, c'était plus s'intéresser aux autres que s'intéresser à soi, et se poser la question de suis-je un bon manager, comment est-ce que je vais faire. En fait, manager, c'est juste passer 90% de son temps d'échange avec ses collaborateurs. Et à partir de là, vous êtes généralement sur la bonne voie. Est-ce que vous dévorez des livres de management, par exemple, des choses comme ça? Non, je dévore pas des livres. C'est vraiment le test and learn au quotidien dans l'entreprise. Oui, en fait. Complètement. Et vous pouvez vous retrouver à embaucher des gens qui sont plus âgés que vous, en fait. Oui. Hein? Comment ça se passe, ce genre de truc-là? Chez nous, c'est un peu, il y a un petit mot d'ordre, c'est qu'on essaye d'embaucher des gens qui sont meilleurs que nous, dans tout. Chaque fois qu'on cherche un nouveau profil, le mot d'ordre, c'est cette personne doit être meilleure que nous. Donc souvent, c'est quelqu'un de plus âgé. Et généralement, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a un vrai échange à la fois de compétences et des valeurs partagées. Ce qu'on lit entre les lignes de ce que vous nous dites, c'est si on fait entrepreneur pour l'ego, il vaut mieux faire autre chose. En fait. Ah oui, non, clairement. Oui, non, l'ego, l'ego n'a pas de place dans ce type de monde. Pourtant, il y a pas mal d'entrepreneurs qui en ont un gros. Donc, oui, mais ils ont réussi. On a le droit de le développer et de le montrer ensuite. C'est ça, c'est plus tard. Il faut le cacher dans un premier temps, c'est un peu ça. Exactement. Ou il faut le mettre de côté, il faut l'oublier. Vous faites quoi? Vous le mettez de côté ou vous le cachez en fait? Je pense j'essaie de le mettre de côté. Il ressort de temps en temps, mais je fais beaucoup d'efforts pour le mettre de côté. Vous êtes très investi dans l'entrepreneuriat féminin, en tout cas dans l'idée qu'il faut que les femmes y arrivent vraiment, et dans l'idée qu'il faut que le monde change un tout petit peu et que les milieux machistes arrêtent leur délire, parce que là vous avez quand même vécu ça, et même en tant que chef d'entreprise, là, j'imagine vous continuez à vivre ça. Oui, enfin moi j'ai jamais souffert de machisme auparavant, et j'ai un peu découvert ça dans l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, on a tendance à être pris un peu moins au sérieux. Et par qui? Par les investisseurs, par le potentiel, par le monde de la finance, très très masculin? Tout ça. Non, globalement, on sent qu'être une femme, c'est pas que ça met des bâtons dans les roues, parce que c'est plutôt une chance dans un monde très masculin d'être différent, mais il y a plus de travail pour gagner le respect. Alors dans cette série, la collection, on a eu plein de solutions. On a eu des femmes qui disent moi je rue dans les brancards, il y en a d'autres qui disent moi je l'adapte, il y en a d'autres qui disent moi je suis un homme bis en fait, je prends les codes des hommes. Quelle est votre solution à vous pour passer outre ces comportements-là? Comment dire? Qu'est-ce que je fais pour passer outre? En fait, c'est un peu ça. J'essaye de passer outre. Pour moi, c'est un filtre. C'est un peu un filtre. C'est-à-dire que ce type de comportement me permet, moi, de rayer de la carte assez immédiatement les personnes avec qui j'ai envie de travailler ou pas. Donc je suis pas dans l'affrontement. Sélection par l'ignorance, en fait, d'une certaine façon. Exactement. C'est-à-dire que si on se comporte avec moi de la sorte, je considère que c'est pas que du sexisme. Il y a des valeurs importantes qui sont manquantes, ou de l'éducation, au choix. Mais effectivement, ce sont du coup des gens avec qui je souhaite pas travailler. Donc pourquoi, selon vous, il y a si peu de femmes de votre âge ou d'autres âges d'ailleurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Quel est le frein principal? Je pense qu'il y a un manque de confiance, en soi qu'on voit beaucoup chez les personnes de sexe féminin et donc moins. La culture crée ça. Ouais. La culture, le goût du risque, qui est un peu moins présent également, parce qu'il faut l'avoir. C'est de la culture aussi, ça? C'est de la culture aussi. Et je trouve que... après, je pense qu'il y a un manque au niveau de l'éducation. On enseigne on enseigne de plus en plus l'entrepreneuriat. Là, je pense que ça touche hommes-femmes. Non, effectivement, je pense que c'est plus personnel que professionnel. Quel est le moteur vraiment très profond qui vous anime à créer en fait, chaque jour? Je le fais pour être libre. Vraiment. Et vous l'êtes vraiment libre ou pas? Je le sens, ouais.
je me sens très libre, vraiment. C'est que la liberté, elle est quoi? Elle est mentale, intellectuelle, idéologique? Parce que avoir une entreprise, c'est du poids, c'est de la lourdeur, c'est des contraintes, c'est des moments hauts, des moments bas, il y a pas mal de choses qui sont un vrai poids. Oui, mais c'est de la contrainte qu'on s'est choisie, c'est de la contrainte qu'on vit au quotidien, et c'est une contrainte qu'on peut, à laquelle on peut dire non. Je le vis pas comme de la contrainte en fait. C'est pour avoir travaillé dans un grand groupe avec des gens avec qui ça se passait bien, plus ou moins bien. L'entrepreneuriat apporte une liberté d'esprit, un peu moins de corps, mais qui est inestimable. Ça veut dire, sans faire dans le lyrique, que vous avez le sentiment de participer à changer le monde en faisant ça ou pas? Comme toutes les startups, oui.